Eh bien, merci, cher Robin, pour cette introduction générale. Et je souhaiterais abonder dans tes questionnements en dressant un petit historique de, non pas du port d'armes, mais de certains faits de l'Ancien Régime, de la Révolution, du 19e siècle jusqu'à l'aube, pardon, de la Seconde Guerre mondiale, et même après, en vue d'essayer de se poser des questions sur le port d'armes par les Français tout au long de l'histoire de France. Ce qui fait que mon propos s'articulera avant tout autour de la France. Et comme nous avons Antoine Barthou qui a particulièrement recherché des éléments autour des États-Unis, eh bien cela permettra à la rigueur de faire le lien. Donc c'est très bien. Notre maître de grammaire nous cite Jésus: tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. On voit bien que l'idée de défense personnelle en cas de grave crise est un questionnement et d'une certaine manière, si une force naturelle nous pousserait à défendre sa femme, son ami, ses enfants, tout ce que vous voulez, eh bien le Christ nous dit: range ton épée. Ah, c'est intéressant, mais le problème c'est que, non pas que ce soit le Christ le problème, rassurez-vous, nous avons l'épisode de Jeanne d'Arc qui est bien là. Et il se trouve que les apparitions que Jeanne d'Arc a reçues visaient à libérer la France. Et l'utilisation des armes était le moyen pour libérer la France, malgré le fait que Sainte Jeanne d'Arc ait écrit plusieurs fois aux nobles d'Angleterre et au roi d'Angleterre, quand bien même ce soit un genou à l'époque, pour faire déguerpir les troupes britanniques. Il se trouve que l'Église catholique ne considère pas comme une mauvaise chose de défendre sa femme, ses enfants, sa maison, aujourd'hui, et même avant. Donc, y a-t-il dissonance entre la loi du Christ et la loi de l'Église? Ah, les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées que ça. On y reviendra, je pense, en cours d'émission. Alors, historiquement, il se trouve qu'en effet, seuls les nobles pouvaient porter une arme. Quand bien même les nobles pouvaient porter une arme, il était évident dans l'esprit de tout le monde sous l'Ancien Régime que défendre sa femme, ses enfants, sa maison était tout à fait normal. Bien, il se trouve qu'effectivement, la chasse a été plusieurs fois interdite par décret royal, par ordonnance royale, notamment sur les terres du roi, qui sont devenues aujourd'hui les forêts domaniales, forêts du domaine, hein, d'accord, et que la chasse était interdite par bon nombre de seigneurs sur leurs terres. Quand bien même cela soit interdit, il est évident que tout acte de braconnage n'était pas soumis à la justice seigneuriale ou royale parce que tout le monde sait que la chasse, c'est un élément commun de la vie à l'époque, surtout en période de difficulté pour se nourrir, c'est-à-dire surtout durant cette période de soudure, cette période de soudure, c'est-à-dire mai-juin, jusqu'à la prochaine récolte où la nourriture se fait plus rare. Donc la chasse était un élément qui permettait de faire vivre sa famille. Et si les lois, décrets, ordonnances de l'époque effectivement interdisaient les choses, ces choses-là, le fait de chasser, le fait que les gens chassaient, les seigneurs, donc étaient pour certains et même la plupart intelligents, laissaient courir. Et la raison humaine faisait qu'on n'allait pas chasser tous les matins. Donc le bon sens tempérait la loi, d'une certaine manière. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que bah, les soldats qui étaient armés sous l'Ancien Régime, donc les nobles et les milices royales, les volontaires, bah, quand ils rentraient chez eux, ils avaient leurs armes. Ils avaient leurs armes, d'accord. Donc, le fait que des gens possèdent une arme était quelque chose de courant. Ensuite, il se trouve qu'avec la Révolution française, l'idée du peuple en armes est extrêmement révolutionnaire. L'idée du peuple en armes est extrêmement révolutionnaire et nous avons un révolutionnaire, Mirabeau, qui, à un moment donné, comme aux États-Unis avec le deuxième amendement, voulait inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le droit de porter une arme. Sauf qu'en réalité, ses compères de l'Assemblée nationale constituante n'ont pas voulu écrire cet article parce que c'était quelque chose qui était caractérisé comme normal. Donc on n'avait pas besoin de l'écrire. On n'avait pas besoin de l'écrire. Ça devait être l'article 10 si ma mémoire est bonne, et au final, l'article 10 aujourd'hui est un autre article. Peu importe. Bien.
Je souhaite revenir à l'Ancien Régime. Le duel, je souhaiterais parler du duel. Le duel était quelque chose d'extrêmement courant qui venait de la vengeance personnelle qu'on appelait le Fed ou la composition sous les premiers rois mérovingiens et carolingiens. Le duel est interdit par Saint Louis par l'ordonnance de 1258. Il y a une idée derrière le duel de sauver son honneur, certes, mais une idée très orgueilleuse qui pourrait revenir à la phrase de Jésus-Christ énoncée par Robin, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il y a une idée que seule la mort par le duel peut laver l'affront établi. Ah oui, mais là, on entre quand même dans un des commandements qui dit tu ne commettras point d'assassinat. Et non, tu ne tueras pas. Je reviendrai à la nuance un petit peu plus tard. Plusieurs conciles, effectivement, s'opposèrent au duel, mais sans succès. Il est tellement ancré dans les mœurs que plusieurs rois de France sont obligés de renouveler l'ordonnance de Saint-Louis, dont Louis XIII, sous la demande de Richelieu, qui avait perdu un frère à cause de duel. Et le duel décimant la noblesse française, Louis XIII et Richelieu décident d'interrompre ça. Est-ce que ça marche? Pas du tout, puisque Louis XIV est obligé de refaire des ordonnances en vue d'interdire le duel, et Louis XIV est un des rois qui a le plus condamné à mort des nobles qui se battaient en duel, qui avaient réussi justement leur, leur duel. Bien. Alors, pour conclure ce point, le port d'une arme et le duel est complètement courant au XIXe siècle. La République interdit tout ça, mais en réalité, tout le monde le fait. Nous avons des duels très connus, entre Clémenceau et Deschanel par exemple, ou encore le dernier, accrochez-vous mesdames et messieurs, le dernier duel connu est entre Gaston Defferre, socialiste, et René Ribière en 1967. Mesdames et messieurs, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, elle est là. Elle est là. 1967, présidence du général de Gaulle, 5e République. Peut-être que vos parents étaient nés. Donc c'est tout à fait récent comme nouveauté, le fait que les gens ne portent pas une arme. Bien. Alors, tout ceci, je souhaite conclure mon premier propos parce que le fait de porter une arme a été interdit en 1939 par le président du Conseil, Édouard Daladier, sous la présidence de la République d'Albert Lebrun. Est-ce que les choses ont été respectées? Après, c'était la guerre. Comment un peuple armé de tout temps est aussi désarmé aujourd'hui? J'en reviendrai plus tard à cette évolution qui est due notamment à une mesure qui concerne la chasse, mais dans un premier temps, je tiens à préciser que le fait que les hommes portent une arme tout au long de l'histoire était quelque chose d'acquis dans les consciences. Pourquoi nous n'en sommes plus là? Je laisse mes deux camarades poursuivre. Parce qu'il n'y a plus d'hommes. Et parce Fin que de nous sommes l'émission, sortis vous de pouvez tous rentrer l'histoire chez vous. d'après les gens de gauche. Et alors, il n'y a plus d'hommes.